aujourd'hui, avec une autre expression d'intérêt qui était portée par Bérengère Less à l'IMBE, parce que ces deux expressions-là, elles étaient tournées sur comment dire, de la reconstitution et de la caractérisation à long terme, donc avec des outils paléoécologiques d'aléas multiples, donc principalement feu, changement climatique, épidémie d'insectes, ce qui est déjà pas mal. Et donc, on a fait cet effort de se structurer entre nous et également de, entre guillemets, ratisser plus large que le périmètre original en termes de laboratoire, donc d'essayer d'aller chercher des collègues qui n'étaient pas présents au départ dans d'autres grands laboratoires qui mettent ces approches-là en France, donc à Toulouse, à Marseille, à Aix-en-Provence, etc. Et donc, on a déposé vendredi, je crois, cette expression d'intérêt réactualisée, où on propose, donc Adam et Bérengère, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, une approche de ces multirisques sur les écosystèmes, sur du long terme, donc sur des échelles qui sont séculaires à millénaires, depuis la façade atlantique jusqu'au massif montagneux de l'Est de la France, en passant par la Méditerranée, avec une approche où déjà il y a un bilan des travaux déjà publiés à faire pour identifier les gaps, que ce soit en termes géographiques ou en termes de… il y a déjà pas mal de choses publiées, mais sur des approches monorisques qu'il faut compléter pour aller vers du multirisque. Et, et voilà, donc avec donc, cette approche temporelle qui permet à la fois de caractériser ces régimes de perturbation sur des pas de temps qui correspondent au changement climatique passé et actuel, et d'avoir aussi des approches sur la réponse des écosystèmes forestiers, évidemment, à ces perturbations, à des échelles qui peuvent aller à des échelles multiséculaires, à des échelles, on arrive à travailler aux échelles décennales et à l'échelle de la communauté, voilà, à peu près. Donc Adam et Bérengère, si vous voulez compléter, j'ai assez tenu le crachoir. Et du coup, ce serait plutôt la réponse aux perturbations, c'est ça? Ou c'est aussi la partie avant la risque apparaît? Est-ce que vous serez avec votre analyse, est-ce que c'est aussi inutile pour voir des indicateurs multirisques ou pas? Des alertes précoces de multirisques? Oui, Tous les oui. deux? Oui. Je pense que c'est les deux, parce que ce qu'on peut faire avec ces outils paléoécologiques, c'est quand même aussi regarder comment dire, la trajectoire de ces régimes de perturbation et à partir de quel moment ils peuvent faire basculer l'écosystème forestier vers un autre état voilà, etc. Donc oui, je pense que c'est les deux. Parce que moi, je pense que je vous avais mis sur la tâche post-disturbance, mais je crois que c'est aussi la partie système d'alerte précoce, du coup. Enfin, ok. Adam? Bonjour, donc merci. Merci Damien, je pense que c'est une très très belle synthèse de notre action. Donc moi je suis professeur à l'Université de Montpellier et je travaille aussi dans une chaire au Canada qui s'appelle la chaire AFD, qui est aménagement forestier durable. Et justement dans ce groupe, on travaille justement sur comment les forêts au Canada ont pu notamment faire face aux différents changements climatiques à l'échelle de temps qu'a précisé Damien. Je m'intéresse aussi actuellement aussi à ce qui se passe dans les Landes depuis, on va dire, les 2 dernières années sur l'aléa feu dans ce secteur-là. Et dans notre groupe aussi, moi j'ai un focus surtout sur les incendies. Pour résumer, on va du zéro, c'est-à-dire de maintenant à quelques millénaires en arrière, parce qu'on
On travaille aussi, on a réussi à agréger avec nous des collègues comme Florent Mouillot, qui travaillent justement sur comprendre les facteurs et la propagation des incendies dans l'actuel aussi. Donc, on balaye finalement de zéro à quelques millénaires. Et comme l'a dit Damien, l'idée, c'est de caractériser les temps de réponse, la résilience, mais aussi comment finalement les écosystèmes, en termes de fonctionnement, de santé aussi. Quand on parle de santé, oui, on peut parler de capacité à pouvoir séquestrer du carbone, la capacité aussi à maintenir des sols. Donc, on est vraiment dans du multirisque, même en termes de conséquences, quoi. Du coup, bon, on est très intéressé, bien évidemment, à ça. Et en plus, dans notre groupe, on a aussi cette capacité aussi à travailler sur de la prospective future en termes de modélisation. Donc, c'est vrai que le lien entre… on avait du mal de temps en temps à se positionner, à ce qu'on va rester sur cette tâche-là, ou aussi le lien avec la tâche 3 en modélisation. Donc, voilà. Merci. Merci. Merci pour ces interventions. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a des échanges qui sont en parallèle sur le chat avec des questions sur ce qui est en train de se dire et des réponses qui sont apportées. Et il y a aussi, merci Arnaud, merci Christophe, le PowerPoint de Mireia qui est maintenant disponible pour vous tous avec le lien qui est un peu en amont sur le chat. Vous pouvez remonter et vous connecter sur ce PowerPoint pour le redéfiler comme vous le souhaitez. D'autres demandes de prise de parole? Donc, c'est important que le résultat de vos concertations entre porteurs, entre projets, fasse effectivement l'objet de documents écrits actualisés et que vous les redéposiez sur le répertoire partagé, hein. Donc, n'hésitez pas à aller jusque-là. Ça permet effectivement d'avancer, puis surtout de faire partager avec l'ensemble des porteurs ces évolutions. Vous avez pu voir, Cyril. Oui, bonjour. Oui, en fait, par rapport à l'intervention précédente, c'était juste pour signaler que donc Heidi et Céline ne peuvent pas participer à la réunion aujourd'hui. Elles ont fait une proposition auquel je participerai sur la mise en place de réseaux de sites post-incendie justement dans les Landes, où il s'agit d'étudier. Alors, tu l'as mis dans la réponse aux perturbations, c'est effectivement c'est le cas. On pourrait aussi la mettre dans améliorer la compréhension des processus aussi, hein, essayer de combiner les différents aléas pour comprendre comment les trajectoires de restauration en fait de ces écosystèmes touchés, et notamment avec les feux qu'on a connus. Donc, on va placer des sites à différents endroits avec des différentes intensités de feu, donc pour étudier un petit peu les différents aléas et comment ils interviennent dans les trajectoires de restauration. Et ces sites, en fait, on espère ils sont largement ouverts à la communauté. Enfin, c'est l'idée. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent interagir, je pense que c'est l'occasion sur ces sites-là, quoi. Voilà ce que je voulais préciser. C'est l'expression d'intérêt de Céline, c'est d'Heidi, ça? oui. Céline même? Ouais, Heidi Chenal, ouais. Oui. Ouais, merci Cyril. Donc, c'est typiquement une expression d'intérêt dont il faut qu'on discute la localisation dans, dans le PC2 ou PC1, puisqu'on est sur la régénération post-perturbation. Donc là, il y a des liens forts à créer entre ces deux PC et
et de voir la balance en termes de dynamique post-perturbation et puis compréhension des processus, comme tu le disais. Voilà. Il y a effectivement cette répartition à faire. Loïc, Oui, bonjour, vous m'entendez? très bien. Ok, moi c'était pour donc réagir par rapport déjà au découpage des sous-tâches. Moi je suis tout à fait d'accord. Moi je me retrouve bien dans l'action 2.1.3 là sur les outils et méthodes pour la surveillance. Donc par rapport à ma proposition, donc c'était sur le diagnostic in situ des arbres sur pied. Donc là on se situe plus à l'échelle de l'arbre et pas au niveau du peuplement. Au niveau du peuplement, mais en faisant des sondages arbre par arbre, en fait. Alors, par diagnostic in situ, à chaque fois, la vidéo, elle se... Par diagnostic in situ, c'est de l'imagerie interne, en fait, des propriétés du bois. Donc, ça permet à la fois d'avoir des cartographies de propriétés, donc en lien avec la qualité des bois. Donc là, il y aurait des enjeux économiques. Et ça permet aussi de détecter la présence de pathogènes ou d'altérations, en fait, en fonction. Donc, et donc, pour répondre au questionnement biologique de l'adaptation de l'arbre face aux contraintes biogènes, donc soit biotiques, soit abiotiques. Donc, moi, j'ai contacté Jean-Luc Moureau et Jean-Marc Gélion. Et donc, les trois propositions, on pense qu'elles se recoupent bien, en fait, sur la qualité des bois. Donc voilà, le diagnostic en lien avec les usages du bois. Voilà. Merci Loïc. Est-ce que tu as participé au webinaire du PC3 pour voir dans quelle mesure une partie de ce que tu proposes est déjà embarquée dans le monitoring individuel des arbres? Non, non, j'ai pas pu y participer. D'ailleurs, je voyais pas trop comment faire pour, comment on fait pour faire le lien entre PC2 et PC3, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit faire une proposition pour le PC2 et une proposition pour le PC3? Comment elles sont situées en fait? Je vois pas trop comment on peut faire pour, est-ce qu'on doit rédiger quelque chose de séparé? Est-ce que voilà, ça c'est une question qui est en suspens pour moi. Ouais, je comprends. Une stratégie consisterait à déposer la même expression d'intérêt dans deux PC, de façon à ce qu'elle puisse être examinée par chacune des équipes et qu'on discute ensuite de la meilleure place. J'ai pas pu participer, moi, au webinaire du PC3 pour cause de webinaire simultané. Peut-être que Christophe ou Arnaud peuvent apporter des précisions. Oui, peut-être juste rappeler qu'effectivement, c'est la bonne stratégie et que les interfaces entre PC, c'est ça qui va faire des choses aussi originales, hein. C'est comme quand voilà, on fait des pas de côté en sciences sur d'autres disciplines. Donc là, ne pas hésiter à faire remonter que vous êtes en interface, vous considérez que vous êtes en interface ici sur le monitoring de la qualité du bois, des bois, pardon. Monitoring via différentes approches, méthodologies, et qui fait partie aussi, effectivement, c'est une des composantes du risque, puisqu'il y a des enjeux sur la qualité, hein, tous ces aléas, quand les arbres sont vulnérables, les peuplements sont vulnérables, il y a des enjeux très très forts sur la qualité. De plus en plus de bois en déshérence que les sylviculteurs sont amenés à récolter doivent être qualifiés à la fois dans les peuplements et puis après leurs propriétés d'usage en amont de la première et seconde industrie de transformation. J'ai une question pour Loïc. Cette méthodologie que tu proposes, c'est surtout pour détecter des pathogènes ou est-ce que tu peux aussi détecter des embolies à cause des sécheresses? Tu peux faire Alors, ouais, distinguer les deux ou pas? il y a deux niveaux en fait, ça permet de faire des cartographies des propriétés internes du bois, en fait. Alors, ça peut être le module d'élasticité, densité, taux d'humidité. Et en observant en fait ces cartographies, on peut détecter la présence de pathogènes, donc soit des champignons, soit insectes. Par contre, au niveau des embolies, c'est un peu autre chose. Il y a déjà des travaux qui sont faits en acoustique pour la détection des cavitations.
Mais on pourrait aussi faire ce genre de choses. Moi, je n'avais pas prévu ça au début, mais oui, ça pourrait être utilisé pour ça. C'est Parce que d'autres techniques de traitement du signal, mais on peut le faire. je pense que ça serait intéressant de développer ça. C'est une des limites qu'on a pour détecter que c'est quoi la perte de biais fonctionnel, c'est à cause de la pourriture, c'est difficile Hmm. à diagnostiquer. Mais bon, c'est juste un commentaire que peut-être ça serait Hmm. ça vraiment tomberait sur. On peut le marquer en phase exploratoire. Caroline avait demandé la parole depuis un moment, mais Marc, si c'est sur le même sujet, je ne sais pas. Ouais, c'était justement pour rebondir un peu sur tout ce qui est phénomène de cavitation, etc. Puisque nous, dans notre expression d'intérêt, on est sur des conditions contrôlées, donc sur une plateforme MR Green, où on travaille sur les aléas, mais sécheresse et biotiques, nématodes et fomes. Et on a commencé à réfléchir un petit peu également avec Sylvain Delzan, qui a proposé une expression d'intérêt sur embolive. Voilà. L'idée, c'est peut-être, puisque nous, on voulait se focaliser un petit peu sur le fonctionnement hydraulique de la plante, puisque et sécheresse et nématodes induisent des embolies au niveau des vaisseaux du xylème. Donc, on est en train de réfléchir à essayer de coordonner nos deux expressions d'intérêt pour pouvoir avoir cette approche fonction hydraulique même pour des aléas comme le nématode. Donc là, on a démarré la réflexion en fin de semaine dernière. On la poursuit cette semaine. Et on voulait y associer également, et je pense que Jean-Marc Jean était également présent, une dimension petit plan, jeune plan et plan en peuplement, avec une approche plus focalisée sur du matériel génétique identique chez nous, pour qu'on puisse faire le lien entre les mécanismes qui existeraient sur des jeunes plants et des mécanismes qui existeraient sur des plants beaucoup plus âgés. Voilà, avec la limite pour le nématode, puisqu'on est sur un pathogène de quarantaine qui ne peut être travaillé qu'en serre confinée. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se focaliser autour du fonctionnement hydraulique et de voir un petit peu comment on peut coordonner nos deux approches. C'est des processus en cours vraiment, enfin, de discussion et d'animation qui sont vraiment intéressants. Donc, on voit qu'on a des sous-groupes qui commencent à discuter et qu'il y a des liens entre ces sous-groupes et qu'on peut envisager peut-être à terme des regroupements plus larges. Donc, continuez sur ce processus. Merci de le mettre en œuvre. Et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin d'accompagnement, notamment pour vous orienter sur des équipes que vous ne connaissez pas et qui seraient déjà dans la communauté par ailleurs. Alors, cette fois-ci, Caroline, merci d'avoir attendu. Aucun souci, vous m'entendez bien ou pas? Oui, très bien. Bon, parfait. Donc moi, c'était juste un petit peu pour remercier pour cette présentation, ce contexte. Ça me convient très très bien parce que c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu le tableau avec toutes les propositions, je me trouvais un petit peu seule, alors que par ailleurs, j'avais envie de proposer quelque chose et de compléter finalement par mon approche qui pouvait se faire par ailleurs. Donc moi, je travaille vraiment sur la qualité de la graine, mais plutôt la qualité un petit peu biochimique de la graine et son potentiel de germination, potentiel de vigueur du semis. Et finalement, j'avais envie de faire le lien entre cette qualité qui peut changer selon les conditions météo de l'année, mais aussi donc faire le lien avec ça. Et j'ai aussi envie de faire le lien finalement avec l'attaque des ravageurs. Puisque en fait, il y a certains travaux qui démontraient justement que selon un petit peu les effets de massing qu'il peut y avoir sur ce système de production de graines, finalement, les insectes le sentent et s'adaptent dans leur cycle de reproduction. Donc voilà, donc j'avais vu quelques éléments qui pourraient être intéressants justement pour faire converger des données ensemble et essayer de travailler dans ces domaines. Par contre, ce que je me demandais, c'est que là, moi, ça me va très très bien d'être maintenant dans la page 2.5, mais comment peut-on procéder? Est-ce que justement, on essaye de voir avec quelques personnes qui ont été mises dans cette sous-tâche, ou est-ce qu'on essaie de faire des liens avec d'autres sous-tâches, justement, qui peuvent compléter par rapport à des modélisations, par rapport à des apports complémentaires, en fait, au niveau des approches. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de silence, donc est-ce qu'il y a plein de questions peut-être? J'ai pas trop compris la question. Je t'entendais pas trop bien. Je sais pas, Erling, Ah, si c'est ça, toi. parce que Oui, alors effectivement, le son était un peu étouffé, mais globalement, tu as déjà étendu ta réflexion en passant de quelque chose qui avait un lien fort au départ avec le PC1, c'est-à-dire finalement la régénération par graines, éventuellement post-perturbation, mais tu voulais élargir avec un risque biotique, voire un risque de prédation de graines. Donc là, on est plus sur des multicausalités liées au risque sur la régénération. Et tu posais la question de comment te regrouper avec des collègues qui sont déjà prépositionnés d'après l'analyse de Mireia sur le 2.5. Le mieux, c'est d'aller dans la liste, le tableau récapitulatif des propositions et de contacter les porteurs. Il y a tout ce qu'il faut avec les adresses mail. Donc, le contact des porteurs peut se faire directement par mail et puis ensuite, vous nous tenez au courant de l'évolution de vos discussions. Mais là encore, il peut y avoir une évolution du positionnement de ta thématique avec la construction du PC1, puisqu'on est clairement sur la régénération par graine, ce qui fait que, ou la plantation, et ça, au moins une partie de cette thématique sera embarquée par le PC1. Bon, ben, je vais essayer de suivre justement dans la ligne là, c'est un petit peu chaud, mais je vais essayer de suivre et voir comment je peux aussi, comme vous disiez tout à l'heure, s'afficher sur les deux tableaux, peut-être pas dans des discussions, plus ça, etc. Merci. Super, merci. Alors, j'ai Ivan qui lève la main. Oui, merci Eric et merci Mireia pour ce grand travail de synthèse qui n'a pas dû être simple. Réunir toutes ces choses-là. Non, c'était juste pour dire que j'imagine que ce travail de mise en relation de différentes expressions d'intérêt, de les faire combiner, de les faire superposer avec des sous-tâches, finira par ressembler à un réseau, parce qu'évidemment, moi, si je pense à ma proposition à moi que tu as classée dans la 2.5, ça va très bien, hein, mais c'est clair qu'elle elle va aussi ailleurs et de mon point de vue, et que donc, ça veut dire que il y aura des propositions avec lesquelles elle peut être mise en relation qui ne sont pas forcément totalement réunies dans une seule boucle. Enfin, j'avoue que j'ai un peu de difficulté à m'orienter dans cet espace très multidimensionnel. Je vais finir par y arriver. Mais voilà, comment vous voyez le fait que vous risquez d'avoir un réseau avec vraiment des connexions assez largement croisées entre ces briques qui sont là pour l'instant? Comment on fait? Enfin, vraiment, j'ai besoin de vous pour m'aider à faire ce travail, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Là, on est dans une phase de décantation de ce foisonnement qui a été le dépôt des expressions d'intérêt. Donc, la sédimentation, elle est en cours, elle n'est pas terminée, loin de là. Ça nécessite à la fois des synthèses de notre part, mais aussi des discussions des vôtres, et ça évolue effectivement, c'est très dynamique comme processus. Donc, on est loin encore des actions qui vont être financées et de la façon dont cette structuration va se traduire dans l'aide financière que va apporter le PEPR à ce qui va être consolidé sous cette forme plus formalisée.
À ce moment-là, je pense que les choses se concrétiseront plus dans le dur. Pour le moment, on reste au niveau de la discussion scientifique et de la perspective de collaboration et de structuration de la communauté. Faut pas s'attendre en une seule réunion à 22 participants, 32 maintenant, d'y voir complètement clair. Et effectivement, l'aspect multidimensionnel, mais je rajouterai aussi l'aspect très dynamique du processus de consolidation peut être un petit peu déroutant, mais voilà, on prend le temps, c'est-à-dire que l'échéance du mois de juillet n'est qu'une étape, et on reprendra les discussions fin août, début septembre, avec cette fois-ci la nécessité d'une structuration plus dans le dur. Christophe et Arnaud, peut-être un commentaire sur la méthode et les doutes, rassurer un petit peu Ivan. Oui, non, mais tu as dit vraiment l'essentiel, hein. C'est un processus qu'on veut quand même très participatif et pas sélectif au début. La porte d'entrée, c'est quand même l'animation scientifique que l'on crée via ces webinaires, mais que vous pouvez aussi de votre côté avoir, et je sais qu'il y en a entre sous-groupes pour faire des propositions et les maturer, et ça c'est très bien. Bon, il est sûr qu'après, ça nourrira, en fait, toutes ces discussions nourriront à la fois les projets ciblés et les appels à projets ouverts, les appels à projets collaboratifs qui viendront sous forme de 2 vagues d'appels à projets. Donc voilà, et ce qui va être recherché dans le PEPR, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même, on reste dans une approche socio-écosystème forestier, donc on va rechercher des choses assez disruptives qu'on ne pourrait pas faire sans l'instrument du PEPR, donc notamment dans un cadre interdisciplinaire pour prendre en compte l'effet écologique, sociaux, économiques et politiques dans les gestions, l'adaptation des forêts, des socio-écosystèmes forestiers, pardon. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en ligne de mire, c'est-à-dire qu'avec le PEPR, on cherche à doubler finalement les financements de la recherche sur ces socio-écosystèmes, pas à remplacer les autres opportunités que vous pouvez avoir de ci, de là, en région, au niveau national, au niveau européen. Il faut que tout ça, ça s'articule. Nous, ce qu'on cherchera, c'est à faire un peu de la recherche disruptive sur l'approche socio-écosystème forestier. Arnaud, tu veux compléter? Non, je partage ce que tu as dit. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, cette entrée très outils et appliquée qui se décline est un peu liée à ça, c'est-à-dire qu'on essaye autour d'objets produits de la recherche, et c'est un peu comme ça que fonctionne ce PC-là, j'ai l'impression, autour de produits de la recherche, d'essayer de combiner différents chantiers de connaissances. Et c'est là où il faut effectivement que collectivement, on réussisse à identifier quels sont les trous dans la raquette pour tendre vers ces solutions, ces approches un petit peu intégrées. Alors, évidemment, comme tu le dis, Ivan, ça conduit un petit peu à une combinaison d'approches qui se croisent. Et c'est là la difficulté, je crois. C'est pour ça que ça demande effectivement du temps, que chacun vous identifiez les briques qui manquent là-dedans, parce que c'est effectivement vous les mieux placés et c'est pas nous en top-down de dire toi il faut que tu nous fasses ça parce que je vais mettre ça là. On n'est pas en train de construire un avion. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et je partage effectivement ce que tu dis. Et effectivement, on n'a pas trouvé de meilleure solution que d'y aller étape par étape. Et là, c'est très chouette qu'il y ait plus de 30 personnes. Il faut effectivement que chacun fasse l'expression à la fois de là où lui pense pouvoir aller, et puis par contre, de la même manière, là où se posent des questions un peu importantes. Moi, je pense qu'il y a des choses assez importantes qu'on peut faire ici. Ça a été dit au début par Mireia. Alors, moi, je salue Mireia qui a essayé de faire cet exercice d'avancer
Et encore une fois, c'est davantage pour susciter la discussion que pour dire c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que Mireia l'a proposé. Et donc déjà, je trouve ça très courageux. Bravo Mireia. Et parce que c'est comme ça aussi qu'on avance. Voilà, c'est pareil, un coup en avant et puis un coup en arrière. Parce que, et donc Mireia ne vient pas de distribuer l'argent dans les différentes sous-tâches. Ce que Mireia a fait, c'est voilà, de provoquer la discussion en disant bah, moi, je vois ça comme ça, est-ce que vous, ça vous va? Il y a un truc important qu'a dit Mireia, et je pense que c'est des choses qu'on peut essayer de faire dans Forest. Moi, je ne travaille pas là-dedans, mais l'impression que j'en ai, c'est qu'il y a beaucoup de travaux peut-être qui sont sur des dispositifs, et ça, il faut qu'on les garde et qu'on les consolide. Hein. Ces infrastructures de recherche, c'est pour nous des éléments importants, et dans CPC, c'est important qu'on les consolide, et qu'on vous aide aussi à consolider, vous, votre implantation dans ces dispositifs-là. J'ai l'impression, en tous les cas, qu'un des enjeux autour de cette approche multirisque, et notamment là, sur cet axe un petit peu plus vulnérabilité, c'est de voir comment on peut combiner, articuler les approches peut-être monorisques, peut-être sur certains traits fonctionnels et pas sur d'autres, et de voir comment s'articule autour du même dispositif, d'essayer de trouver des compléments et des collaborations que vous avez peut-être moins l'habitude de faire. Et c'est vers ça, j'ai l'impression qu'on peut tendre, alors peut-être pas à la fin de la réunion, mais voilà, je pense que penser aussi comment est-ce qu'on peut collaborer autour d'infrastructures de recherche, les consolider, vous donner aussi plus de moyens. Là, j'ai entendu, il y a des enjeux de développement un peu d'outils, de diagnostic. Là-dessus, on peut aider parce que c'est peut-être des fois difficile de trouver des moyens de faire des développements sur un certain nombre d'outils. Et peut-être que si un certain nombre de collègues disent nous, on a un intérêt commun à ce que ces outils-là soient développés, eh bien, on puisse avancer. Enfin, voilà, je donne des pistes de là où on peut investir et se servir de ce PC pour investir un peu dans des choses qu'on fait moins. Donc, je pense pour moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu à vous aider à consolider vos approches expérimentales et derrière, l'articuler. Ça, c'est dans les moyens qu'on peut donner. Et derrière, le sens, le pourquoi, là, c'est effectivement à vous d'essayer de trouver de manière fine des moyens. Alors, moi, sur cette approche multirisque, je crois qu'il y a un peu des choses à développer parce qu'il faut trouver comment chacun vous parlez pour que tout le monde parle de la même chose. Alors, je ne sais pas quels sont les concepts que vous pouvez utiliser, mais en tous les cas, autour de cette approche sur la vulnérabilité, moi, quand j'ai vu au début, j'ai l'impression qu'on parle des fois, on confond un petit peu les causes et les manifestations, en tous les cas, de ces vulnérabilités. Donc, je pense que là-dessus, il y a un petit peu à travailler. Je ne sais pas si la notion de trait fonctionnel, que je n'ai pas du tout entendue, mais qui pourrait peut-être être intéressante ici, parce que quand on dit la génétique, ce n'est pas forcément un facteur de vulnérabilité, elle peut expliquer la vulnérabilité Et donc là-dessus, je trouve qu'il y a à travailler, moi, qui ne suis pas de chez vous, je trouve qu'il y a à travailler sur la différence entre les hypothèses qu'on fait sur les causes de la vulnérabilité et leurs manifestations. Je trouve que là-dessus, ça pourrait être des pistes à explorer. Enfin, c'est de mon point de vue. Mais voilà, je suis désolé, je parle trop. Merci Arnaud, merci pour cette analyse et cette vision un peu extérieure. Cette fois-ci, je passe la parole à Catherine Massonnet pour de bon. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, parfait. Donc, je voulais déjà remercier Mireia d'avoir éclairci tous les concepts au départ, parce que c'est vraiment des discussions qu'on a eues un peu la semaine dernière au sein de Silva, parce qu'on ne parlait pas tous du même langage. On est en train de s'approprier ce multirisque au sein de Silva, puisqu'on développe un projet autour de ça, et notamment un axe transversal à Silva sur les risques et les multirisques. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a proposé l'appel à projet que j'ai déposé. Donc, c'est vraiment un axe un peu transversal à l'unité. Donc, on a proposé quelque chose d'assez général. Et donc, Mireia nous a mis plutôt dans la tâche, dans le sous-tâche numéro 3, mais je pense qu'on peut émerger aussi dans la tâche 1, par exemple, la sous-tâche 1 dans laquelle on s'intéresse aussi aux mécanismes de mortalité et de dépérissement. On s'intéresse aussi aux indicateurs précoces de ces dépérissements, donc on peut émerger, je pense, à différentes sous-tâches.
Et donc, c'est déjà plus clair avec les sous-tâches. On voit un petit peu plus. Enfin, je remercie Myria d'avoir cet effort de présentation parce que ça va nous aider, je pense, à essayer de consolider notre proposition d'intérêt. Et donc, nous, pour le moment, on n'a pas encore fait de rapprochement avec d'autres équipes, mais bien sûr, on est ouvert et on va travailler à ça. Au niveau des deadlines, en fait, c'est un travail qu'on a à faire dans l'été, si je comprends bien. Alors, effectivement, il y a différents niveaux de maturation et puis d'appropriation. Donc, c'est logique de commencer par le faire au sein de son unité, surtout quand elle est grande, surtout quand elle est multidisciplinaire, hein. Donc, ça, très bien. Après, une fois que ça s'est stabilisé, commencer à discuter avec d'autres, ça peut être aussi une option, hein, faut pas hésiter, Oui, bien sûr. que ce soit d'autres unités ou d'autres porteurs de projets ainsi exprimés. Donc ça, très bien aussi. Puis aussi avec nous, hein, on a eu un message de Myriam Oui, bah, vendredi. c'est suite à notre Voilà, suite à réunion. vos discussions auxquelles Marielle a répondu, Oui. partiellement répondu. Il y a certainement encore des questions en suspens, mais c'est dans ce dialogue-là avec nous aussi qu'on peut collectivement avancer. Maintenant, la question du calendrier, elle est, comme je le disais, il va bien falloir un moment rédigé. Et ce moment-là, ce sera le mois d'octobre. Là, on va rentrer dans le dur et dans la stabilisation et les rédactions définitives. Jusque-là, on a pas mal de possibilités. On n'a pas voulu organiser des animations pendant l'été parce qu'on sait que c'est une période difficile, mais pour ceux qui sont disponibles et qui peuvent avancer pendant l'été, évidemment qu'il faut pas hésiter. Je pense pas qu'on puisse, on n'aura pas d'autres webinaires de ce type après la série de ceux qui vont se terminer fin juin. Et on vous fera part d'un nouveau calendrier de rentrée dès que ce sera décidé au sein du PEPR dans son ensemble, hein, parce qu'on n'est pas que le PC2, tous les PC marchent en parallèle. Sauf le PC1 qui a quelques mois de retard et ce qui nous apporte quelques difficultés, mais on gère. Voilà, donc effectivement, l'été peut être consacré encore à des discussions, bien entendu. D'accord. Alors, j'ai Bérangère d'abord, puis ensuite Damien. Oui, merci Eric. Bonjour à tous. Je m'étais dit aujourd'hui que j'allais pas trop parler, mais puis j'avais parlé pas mal de fois les autres fois, mais finalement la remarque d'Arnaud m'a fait lever la main quand même. En fait, sur l'histoire des traits fonctionnels, c'est effectivement une question que je m'étais posée. J'avais commencé à me rapprocher de Nico Martin et Maxime Cailleret pour un peu traiter ce sujet-là. Et en fait, on était hyper OK pour essayer de mixer écologie des perturbations, écologie fonctionnelle. Mais je me suis demandé à quel point on avait encore le droit finalement de renvoyer une lettre d'intention parce que ça rentrait pas trop dans les lettres qui étaient déjà rédigées. Et donc, je me suis un petit peu retenue d'en redéposer une. Du coup, je sais pas. Est-ce que c'est encore ouvert? Est-ce qu'on peut est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on enlève une? Est-ce que voilà, j'étais un peu bloquée avec ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire, au moins à tous les trois. Puis on avait 2-3 autres noms qu'on voulait contacter avec. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place en tout cas. Pour pas te cacher les choses, Bérangère, effectivement, on est plutôt dans la phase de sédimentation que dans la phase de foisonnement, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut quand même un petit peu se réfréner et aller vers le resserrement des propositions. Donc, pas exclu d'introduire les traits fonctionnels de façon plus large. Christophe rappelait qu'il y en avait quand même qui ont été un petit peu mentionnés, notamment sur les traits du bois, mais plutôt en petit complément dans les phases de synthèse. D'accord. Si tu vois ce que Très je veux bien. dire. On ne va pas déposer une nouvelle expression d'intérêt, mais si vous êtes amené à fusionner des expressions d'intérêt, vous pouvez éventuellement, à la marge, bouger sur le contenu. Ouvrir là-dessus, ça va. Je te remercie. Donc, ça vient à toi, Damien. Oui, merci. Excusez-moi, je parle aussi beaucoup, mais j'ai aussi besoin de clarification. Il y a eu quelques éléments là qui m'ont permis d'y voir un peu plus clair. Ah. Un micro d'ouvert quelque part? Oui, apparemment. Aurélien, apparemment.
Mais du coup, oui, j'avais encore quelques questions et peut-être suggestions. Merci effectivement d'avoir fait cet effort de définir des sous-tâches à partir des déclarations d'intention. Ce n'est pas un travail facile. Moi, je vois bien que dans cette architecture, ce qu'on propose se retrouve à différents endroits et c'est ce qui est le plus, comment dire, à mon avis, représentatif de la complexité des différentes propositions. Mais je me pose la question en termes de rédaction, si à un moment, ça ne va pas être plus simple d'être que dans une seule sous-tâche, même si ça doit être un peu réducteur en termes de portée scientifique. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est le lien avec le PC1, parce que j'ai l'impression que dans le PC1, il y a des choses, vu la tournure que ça prend, la proposition qu'on fait nous, elle pourrait y rentrer partiellement, voire même totalement. Donc, en fonction de l'évolution de ce PC1, dans quel calendrier on va pouvoir se positionner par rapport à ça. Et ma troisième question, suggestion, c'est je ne sais pas où vous en êtes de ce que vous voulez faire en termes d'animation à la rentrée. Mais moi, pour la rédaction ou pour avancer, je me demande quand même si ça ne serait pas bien d'avoir un webinaire à un moment où les propositions sont présentées à l'aide de supports, de choses un peu concrètes pour qu'on puisse se regrouper et converger parce que je pense que moi, j'ai du mal à voir concrètement ce que peuvent faire les collègues et inversement. Donc voilà, est-ce que vous comptez faire ça? Est-ce qu'il y aura le temps de le faire? Est-ce que ça présente un intérêt à vos yeux? Merci. Oui, complètement. Quand je disais qu'on va continuer à travailler pendant l'été, c'est justement ce qu'on va faire au niveau du core group. C'est à l'issue de cette première phase, de faire des propositions plus concrètes sur lesquelles vous puissiez vous appuyer et qui auront une part de choix aussi, hein. Des choix vont être faits, des choix d'organisation, des choix de structuration par rapport à tout ce qui aura été exprimé. Et on sera déjà sur des propositions de périmètre peut-être plus resserrées et plus structurées. Et à la rentrée, on aura avancé aussi de notre côté sur des propositions qui vous seront faites, pas seulement en termes de planification de réunion, hein, mais aussi de structuration de la proposition. Les liens avec le PC1, tu fais bien de le mentionner, c'est important. PC3, on l'a déjà mentionné. PC2 aussi, alors c'est pas ce que tu exprimais là personnellement, Damien, mais c'est des choses qui ont été discutées la semaine dernière avec Johannes, hein, qui nous écoute dans la voiture qui monte de Montpellier à Nancy. Là, je sais pas s'il pourrait intervenir. C'est-à-dire, Mireille l'a bien dit, qui dit récolter des données dans la phase de surveillance, de monitoring, dit aussi faire une première analyse exploratoire, voire un peu plus poussée de ces données, qui quelque part peuvent correspondre à un certain niveau de modélisation. Donc, il est clair de notre côté que c'est plutôt dans le PC2 que ce travail d'analyse des données qui ont été récoltées au sein du PC2 se fera. Et ce qu'on envisageait avec Johannes, c'est que dans le PC3, ce travail soit déjà fait avant de passer aux modélisations et au couplage de modèles qu'on envisageait dans le PC3. Donc, c'est un petit peu là que se situe la frontière entre PC2 et PC3 sur ces questions. Okay. Christelle? Oui, bonjour. Du coup, tu voulais dire PC3 ou tâche 3 sur la modélisation? Je voulais dire tâche 3, tout à fait. J'ai dit Oui. PC3. Oui, justement, c'était aussi l'objet. Tout à fait, merci. Ma question, parce que moi, j'avais pas soumis d'expression d'intérêt pour la tâche 2, mais j'assiste aujourd'hui au webinaire pour voir ce qui se passe dans cette tâche. Moi, je suis plus impliquée dans la tâche 3 modélisation, mais j'étais là pour voir un peu, avoir une vue d'ensemble des données qui seraient récoltées dans cette tâche. Et pour le moment, je peine encore à voir ce qui va être fait dans l'ensemble. Je me demandais, dans la tâche 3, on a convenu de remplir un tableau pour avoir une vue synthétique des types de modèles qui seront développés. Je me dis, pour cette tâche 2, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi un tableau qui serait rempli pour avoir une idée des données qui seront collectées avec à quel endroit, quelles informations seront observées, et voir éventuellement si on peut se greffer à certains dispositifs ou pour ajouter une couche d'observation à suivre. Enfin voilà, c'est les questions que je me pose. Moi, je me posais la même question sur comment on peut collectiviser toute cette récolte de données et aussi
Par exemple, j'avais regardé quelles sont les essences qu'on va dans les expressions d'intérêt. Il y avait très peu d'expressions d'intérêt qui disaient quelles essences forestières elles allaient regarder. Et ça limite quand même. Il y a des risques qui sont pas des risques biotiques qu'on va pas regarder en fonction de quelle forêt ou quelle essence. Du coup, je sais pas comment on peut faire ça parce qu'à la fin, on se regroupe de façon naturelle avec les risques et les interactions qu'on travaille avec, les risques biotiques, sécheresse, maladie ou des trucs comme ça, mais après, pas forcément sur les sous-tâches. Du coup, il y a comme à mon avis, il y a comme deux niveaux de regroupement que je sais pas comment on peut articuler. Mais peut-être que c'est utile de faire un tableau parce que c'est vrai que moi, ma connaissance des dispositifs, c'est nul. Puis il y a l'acronyme, puis je connais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que les autres pensent. Moi, je peux rebondir là-dessus aussi, du coup. Et puis, j'avais une autre question après. Mais effectivement, quand on rédige les fiches, je pense, pour la plupart d'entre nous, on a peut-être été un peu large pour justement agréger plus que ce qu'on voulait faire au départ. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est assez vague. Et c'est vrai que là, on commence un peu à échanger. Donc, je pense d'ailleurs, Christelle ne l'a pas précisé, mais on va essayer aussi avec Mireia et tout ça de voir un peu mieux il faut le dire, les gens qui travaillent sur les risques biotiques, un peu voir un peu mieux ce qu'on fait. Donc, je pense que ça va se faire dans les prochaines semaines. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être précisées un peu plus tard déjà. En fait, moi, j'avais aussi une question autour de justement du lien avec le PC3 cette fois-ci. J'ai pas trop pu suivre et on l'a un peu évoqué, mais pas énormément. Donc, c'est plutôt les aspects monitoring et tout ça. Est-ce que, je ne sais pas pour ceux qui ont pu suivre, s'il y a des liens un peu qui se sont précisés avec notamment donc cette tâche 2 et les alertes précoces ou des choses comme ça? Parce que mon sentiment était que, mon impression plutôt était, mais très vague, était que le monitoring se ferait sur des échelles très, très larges, alors que là, on est plutôt à l'échelle de l'arbre et du peuplement. Donc, voilà, je sais pas s'il y a des précisions et le problème, c'est que je peux pas tout suivre et que du coup, j'en profite pour poser cette question-là ici. Christophe est en train de te répondre sur le chat. Tu peux peut-être prendre la parole directement, Christophe. Non, mais c'est une très très bonne question. Il y a effectivement de forts liens à regarder avec le PC3 monitoring. Et on en a discuté. Bon, il y a quand même une des emphases du PC3 qui est sur la validation de toutes ces méthodes. La validation, ça se fait quand même à une échelle assez fine. Donc, sur des dispositifs voilà, qu'on connaît et sur lesquels on travaille déjà. Donc, oui, se connecter et regarder ce qui est proposé dans le PC3, tout à fait, c'est hyper pertinent pour le PC2 pour cette tâche sur les données, quoi. Alors, dans le tableau récapitulatif. Juste pour compléter, Eric, au stade où on est le PC3, bon, par exemple, il y avait où effectivement, là, l'enjeu est le couplage avec la validation, puisque l'idée du PC3 est effectivement, comme vous le disiez, de passer d'une cartographie à un instant T à une approche dynamique, c'est-à-dire que l'idée est d'avoir des retours et d'avoir donc un suivi des changements et une identification précoce des changements. Donc, comme vous le dites, là, ça couple bien avec ce qui est là. La limite aujourd'hui à laquelle est confronté le PC3 et la capacité à ce qu'il y ait un couplage entre les informations obtenues par télédétection et leur analyse, ou la capacité à traduire ça en analyse éventuellement effectivement de dégâts biotiques, abiotiques ou de
justement de déclaration précoce. Et on en est aujourd'hui au stade où ils essayent de se coupler. C'est là où je parlais de l'intérêt, vous, d'être sur effectivement des infrastructures de recherche, c'est se coupler avec les infrastructures de recherche. Mais au stade où on en est aujourd'hui, c'est que pour le moment, ils n'ont pas, enfin, les infrastructures de recherche ne sont pas, je dirais, configurées, enfin, pas toutes et une grosse partie, pour pouvoir étalonner en fait les données, parce qu'elles ne sont pas bien géoréférencées comme il faut. Donc, il y a ce travail déjà, je dirais, d'articulation entre les besoins de validation, enfin, d'organisation des dispositifs pour des validations terrain et les images satellites. Donc, ça veut dire que vous êtes dans un travail vraiment plutôt amont, et pour moi, d'alimenter en hypothèse, du coup, sur quels éléments peut se baser, sur quel dispositif peut se baser le PC3 pour travailler en exploratoire sur ces validations. Donc, il y a effectivement un couplage à faire, mais par contre, je pense qu'il y a plutôt une complémentarité que l'idée de s'interroger sur aller d'un côté ou de l'autre. Je pense que là, faut rester ici là, dans l'étude sur les processus et d'avoir un vrai couplage entre les deux. Et il y aura des sollicitations et des besoins de liens qui sont assez évidents. Mais je pense qu'à ce stade-là, vu ce que j'ai entendu, il n'y a pas l'idée que ça puisse être dans le PC3. Pour moi, ça doit rester dans le PC2. Mais ils sont très attentifs à ça, effectivement, dans le PC3 et ces échanges-là. Merci Arnaud. Alors, je voulais préciser que dans le tableau récapitulatif qui est à votre disposition sur le Nextcloud, il y a une colonne avec les terrains, les Living Labs souhaités ou les réseaux d'expérimentation. Et que vous pouvez, bon, cette colonne est plutôt bien remplie, hein, c'est-à-dire que vous avez dans vos expressions d'intérêt bien complété cette rubrique et je l'ai reprise pour le mettre dans ce tableau. Donc, on a une vision assez globale de où vous souhaitez travailler. Là aussi, on peut envisager des regroupements. On peut envisager d'abandonner certains sites pour se concentrer sur d'autres, de façon à mettre nos forces sur les endroits les plus utiles ou les meilleurs leviers hein, pour l'objectif poursuivi. Et évidemment, on se rapprochera des animateurs des infrastructures de recherche, que ce soit ICOS, INSIVA ou ANAI France, pour voir ce qu'on peut faire en termes de suivi de long terme sur ces réseaux, ces infrastructures avec eux. Quel type de soutien serait le plus utile pour la communauté? Donc, pour reprendre la question de Christelle, on va réfléchir à voir si on a besoin de plus que ce qui est déjà dans cette colonne en termes de qui fait quoi, qui veut travailler où, et avant de revenir vers vous pour un éventuel complément d'information. Alors, sauf erreur de ma part, je ne vois plus de main levée. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps si vous le souhaitez pour prendre la parole, poser des questions ou des commentaires, nous faire part de vos réflexions. Ah si, Bérangère. Oui, merci. Juste rapidement, par rapport au tableau des expressions d'intérêt que vous aviez compilé, je vous remercie de l'avoir fait d'ailleurs, c'est très très utile. Par rapport aux éventuels V2 qui ont été mises ou justement les regroupements d'intérêts, est-ce que vous pensez refaire un tableau? Est-ce que vous attendez que nous, on enlève des lignes du tableau? En fait, je n'ai pas trop osé le toucher, moi, ce tableau, mais est-ce qu'il est voué à être peut-être à évoluer pour qu'on y voit peut-être un petit peu plus clair des regroupements? Ben, du coup, c'est à vous de nous envoyer un message en nous disant, voilà, la ligne tant et tant, ou plutôt procéder par nom de porteur. On souhaiterait les supprimer, les fusionner et remplacer par. Comme ça, on fera le travail de mise à jour et on ne risque pas de se tromper avec plusieurs intervenants sur le même tableau. Super. Et donc, de la même manière, les lettres d'intention, on a fait l'effort de marquer un V2, mais du coup, de la même manière, on vous dit, voilà, on a posé la V2, donc vous pouvez supprimer. Exactement. Et on mettra à jour nous-mêmes. Ouais. Ça va. On essaiera de le faire de la façon la plus interactive pour que ce soit bien à jour et que ça corresponde à votre travail en cours. Donc, quand tu dis nous, c'est préférentiellement Myria ou c'est toi et… C'est d'abord Marielle et moi pour le tableau général du PC2. Et s'il y a des choses qui sont vraiment ciblées sur une tâche, évidemment, ça concerne aussi les animateurs de la tâche. Ok, merci.
Merci Bérangère. On à toi, Oliver. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oliver Brendel à Nancy Silva, donc même unité que Cathy, et donc j'étais aussi un peu impliqué dans ce que Cathy avait déposé, multi-aléa. J'ai déposé un deuxième, c'est plutôt une idée de clarifier des stratégies plantes entières en réponse à divers aléas. Bon, je voulais cibler d'abord ce que j'ai fait, c'est la sécheresse, mais c'est ouvert à d'autres choses, et donc du coup, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi aller dans la tâche 1. Donc, j'ai vu la visio il y a un peu plus tard. J'ai regardé un peu cette fichier Excel avec l'ensemble des propositions. Et il y a effectivement très, très peu qui se sont déclarés clairement tâche 1. Et en fait, effectivement, c'est peut-être pas encore trop clair ce qui rentre vraiment là dans la tâche 1, c'est quoi la vision. Je me demandais comment on peut accélérer les choses. Est-ce qu'il faut attendre la discussion là, je pense que le 27, c'est assez long quand même pour y réfléchir, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose avant? Bon, j'ai vu, il y a quelques qui ont classé la tâche 1 comme secondaire. Et je suppose quand c'est secondaire, je n'ai pas encore eu le temps de regarder toutes ces propositions. Je pense juste comment on peut être mieux préparé pour la réunion là, du 27 pour la tâche 1, si on pense de pouvoir contribuer quelque chose à ça. Pour rien te cacher, Oliver, oui, merci pour ce commentaire. Il faut que je regarde de nouveau ce que tu proposes pour la tâche 1 dans ton expression d'intérêt. Je ne l'ai plus en mémoire. Et il faudrait qu'on rediscute pour voir justement, parce que pour le moment, la tâche 1 est orpheline. On n'a pas d'animateur pour la tâche 1. Donc, on est en train de réfléchir à qui peut nous aider à la porter. Et donc, il faut qu'on fasse un travail spécifique sur la tâche 1 pour préparer la réunion du 27. Et on va peut-être recontacter les différents porteurs qui avaient fait des suggestions, même secondaires, sur la tâche 1, pour essayer de voir avec eux comment organiser les choses. D'accord, ok, c'est super. Donc, le 27, c'est un peu éloigné, mais compte tenu de cette difficulté sur la tâche 1, ça va nous laisser le temps de préparer les choses. Et du coup, on va prendre l'initiative avec Marielle pour revenir vers vous, ceux qui ont évoqué la tâche 1 dans leur expression d'intérêt. On va faire comme ça. Ok, très bien. Et bon, après, c'est un peu en dehors du cadre ici, mais la proposition que je fais pour peut-être aussi rentrer dans le projet ciblé 1, dont on entend des rumeurs, ce qui va être dedans, mais aussi là, tant qu'on n'a pas un peu déjà une image ou quelque chose sur cette nouveau PC1, ça va être compliqué à se positionner et à réorienter éventuellement les propositions qu'on a faites. Je ne sais pas, Christophe ou Arnaud, si vous avez des nouvelles là, sur le PC1, parce qu'il y a quand même pas mal de connexions, je pense, où il y a des projets qui étaient déposés là dans le 2, parce que le 1 n'est peut-être pas encore très clair, et ça peut peut-être aussi minimiser un peu la pression sur la tâche 2 du 2, je pense. Oui, mais de toute façon, on communique, hein, donc on va le préfigurer tranquillement, le PC1 cet automne. Et s'enchaînera un processus un peu participatif comme celui-là, quoi, hein. Donc, c'est effectivement décalé, c'est peut-être un peu gênant, mais bon, voilà, il faut qu'on vive avec ça aussi. C'était bon. On a aussi répondu en affichant ce PC1 à la demande à la fois les interactions qu'on a eues avec le comité l'ANR international, et puis les retours des collègues de la communauté scientifique, hein. Donc, il n'est pas apparu juste comme ça. Voilà, c'est ici aussi d'un processus dynamique, et on est à l'écoute. Mais bon, voilà, il est décalé. C'est vrai que c'est un peu ennuyé. Du coup, ça charge un peu le PC2 sur des interfaces, évidemment, résilience entre résistance et récupération. Il y aura un focus peut-être sur la récupération plus dans le PC1, sur la résistance dans le PC2. On va voir ça. Ouais, on avait Bruno qui est présent tout à l'heure. Bruno Locatelli, donc, qui est porteur du PC1, était présent. Donc, par exemple, là, il a noté un petit peu les différentes personnes qui étaient là et qui, selon lui, enfin, qui en tout cas ont évoqué des sujets qui font écho à la construction du PC1. Donc, il était présent tout à l'heure et il a pris en note, et puis ça va les aider aussi à le caler, parce que forcément, il va aussi se caler en complémentarité avec ce PC2. Et comme tu dis, Oliver,
notamment avec cette tâche-là, qui est effectivement qu'on a déjà identifiée comme étant celle sur laquelle peut se faire des croisements et éventuellement des basculements, effectivement, comme tu dis, hein, ça pourra se faire sans trop de problèmes, je pense. Ok, merci. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas plus de mains levées, on va peut-être mettre fin à ce webinaire. Donc, je le rappelle, vous allez trouver assez rapidement la possibilité de réécouter éventuellement ces discussions. J'ai malheureusement pas lancé l'enregistrement pendant la présentation de Mireia, mais son PowerPoint est suffisamment explicite et vous l'avez sur le Nextcloud. Donc, il faudra faire les choses en 2 temps, regarder le PowerPoint et ensuite revisionner éventuellement les discussions. Le prochain rendez-vous, donc le 27 pour la tâche 1 et la tâche 5 de ce PC2. N'hésitez pas à participer aussi au webinaire des autres PC qui sont sur le calendrier que vous trouvez sur le site web du projet. Je ne sais pas si, à part Ivan, des discussions ont été lancées sur le Mattermost qui concerne le PC2. Il va falloir qu'on suive ça aussi. Non, il y a rien en fait, Eric, ça participe pas du tout, même dans les autres PC, quoi. Donc je suis en train de me demander si c'est vraiment une bonne idée de, quoi, je sais pas, Ivan, qu'est-ce que tu en penses? T'es le seul à participer au, au forum, moi je réponds de temps en temps. Non, mais à mon avis, il faut insister. C'est vraiment, pour moi, c'est oui, vraiment j'insiste à toutes les Là, séances, mais il faut que les gens prennent l'habitude d'utiliser cet outil parce que c'est le plus flexible. Si on commence, imaginez enfin, juste imaginer le bazar fractal que ça va être si on commence à s'envoyer des mails. Voilà, exactement. C'est juste impossible. Et puis, ça a l'avantage que quand, justement, dans cette phase qui est, excuse-moi, Eric, je rebondis sur ta définition de sédimentation. Pour moi, c'est plutôt la phase de brassage. Oui, enfin, moi j'ai un autre terme pour brassage, on est plutôt dans le foisonnement, voilà. Oui, bon. Non, voilà, mais c'est la phase qu'on est en train de quitter là. Donc, oui, non, mais la je veux dire, sédimentation, c'est la suivante. Oui, ce que je veux dire, c'est que là, il y a encore des choses qui sont un peu, dont les marges sont pas définies. Donc, si on envoie une proposition là-dedans, il y a des chances que quelqu'un à qui on n'avait pas forcément pensé réponde. Alors que si on commence à faire des mails, c'est forcément des cercles fermés et on n'y arrivera pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette en tête que c'est ça l'outil idéal, quoi, pour ce genre de phase. Après. Bon, et tu peux rassurer les collègues en disant qu'il est facile à prendre en main, que tu… il est immédiat de prise en main, il n'y a rien à faire, quoi, hein, puisque les quelques petites astuces, on les a données là dans la page web. Merci, Ivan. Adam? Oui, je fais une petite parenthèse parce que bon, moi qui, avec mes collègues, on est plutôt sur du ton très, très, très long. Et même si je vois bien l'intérêt qu'on peut présenter, notamment sur le temps de réponse, le fonctionnement à long terme des forêts, mais j'ai une petite inquiétude et sur finalement, au regard du diaporama des recherches qui se fait actuellement et ce que vous présentez, si véritablement cet aspect temps long, en tout cas pluridécennal, séculaire, sur les temps de réponse, sur les trajectoires, sur même le rôle fonctionnel dans le sens des perturbations, hein, stockage du carbone, érosion, enfin, que nous, on peut reconstruire sur des pas de temps qui sont pas forcément les pas de temps que vous observez. C'est multirisque. Donc voilà, je m'interroge jusqu'à quel point finalement, pour être clair, notre positionnement au sein finalement de cette réflexion générale sera pris en compte. Parce que, en tout cas, quand je regarde la signature, c'est vraiment très, très actuel, hein, et que nous, on a une vision plutôt diachronique et dilatée des processus.
Donc voilà, c'est une réflexion que je souhaite partager avec vous. On a déjà eu ce type de prévention, de précaution et de doute. Je dirais, c'est à vous, spécialistes disciplinaires, de démontrer l'intérêt d'être dans ce PC, de résolument vouloir aller sur le multirisque et de montrer en quoi vos compétences, votre expertise, vos disciplines permettent de faire avancer la communauté là-dessus. Donc, nous, on vous attend sur un positionnement proactif. On ne va pas faire d'expertise et d'évaluation de ce que vous proposez parce que c'est vous les spécialistes. On veut simplement, nous, structurer une communauté et n'oublier personne. Donc, vous avez la main pour démontrer l'intérêt de rentrer dans le PC2. Très bien, merci. Je vais te laisser le mot de la fin, Mireia. J'ai le sentiment que la proposition de structuration que tu as faite n'a pas rencontré d'opposition. La négative du début de ma phrase, j'espère, ne t'a pas fait couler une goutte sur le front. C'est en fait très positif puisque finalement, ça a apporté surtout de la clarification et ça permet aux gens de voir ce qui est proposé et de se positionner par rapport à un existant qui est ta proposition. Évidemment, cette proposition, elle va certainement un petit peu bouger en termes de qui participe à quoi, en termes de contour de chacune des tâches, des sous-tâches que tu proposes. Mais je pense qu'on a une proposition de feuille de route qui va nous permettre d'avancer, et vous et nous, dans les semaines qui viennent. Mireia, c'est aussi le sentiment que tu as qu'on va pouvoir avancer sur ce que tu as proposé? Oui, moi je pense que je vous remercie à tous pour toutes les interventions et c'est vrai que l'idée c'était que ça soit un point de départ plutôt qu'un point d'arrivée parce que c'est vrai que je pouvais même pas capter toutes les expressions d'intérêt comme elles sont et peut-être que c'est bien que vous avez aussi dit des autres sous-tâches que vous font. Et je vous invite à continuer les contacts avec les collègues qui ont déjà commencé. Et comme Eric l'a dit, en septembre, on continue. Et c'est tout de ma part. Merci beaucoup. Eh bien voilà, merci à vous tous pour votre participation active. Et maintenant, les échanges continuent sur les réseaux. À très bientôt, on se tient au courant. N'hésitez pas à consulter tous les sites collaboratifs qui vous permettent d'avoir l'actualité du PEPR et du PC2. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.